Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous mes amis, mes confrères et tous les fidèles de l'AMCV ainsi inscrits et connectés. L'AMCV revient après 2 mois de vacances bien sûr scientifiques. On était ensemble durant tout le mois de mai et le mois de juin pour la série de The Best of de l'AMCV. Et là, après 2 mois, on revient. Et pour cette occasion, moi, je profite pour vous souhaiter quand même j'espère que vous avez passé de très bonnes vacances, que vous avez bien profité du soleil, de la mer. Et là, on reprend de façon concomitante avec le congrès de la Société européenne de cardiologie, l'ESC. Donc, vous savez que ça fait maintenant 2 ans qu'on est privé d'y assister à cette fête, et ce congrès le plus important des cardiologues. Et pour cette raison-là, l'AMCV, elle a toujours fait de sorte qu'elle vous met au cœur de l'actualité. Et donc, on a bien sûr essayé de de vous faire part aux actualités qui sont en train de se présenter à l'ESC. Et donc, pour ça, je vous invite à nous suivre tous les soirs à partir de 20h. Pour demain soir, c'est à partir de 19h. À nous suivre durant les 4 jours du congrès. Tout ce qui va être présenté le matin au congrès va être présenté à vous à travers le studio de la MCV. Et pour ça, on a des invités et des experts internationaux qui seront au rendez-vous pour vous faire part des nouveautés sur les nouvelles recommandations et les études phares qui vont être présentées. Donc, ne ratez pas cette occasion. Je sais très bien qu'on est au dernier week-end des vacances, mais quand même 1 heure de connexion, c'est pas beaucoup, vous n'allez pas le regretter. Il va y avoir un niveau scientifique très important, très haut, et des experts internationaux qui vont vous faire profiter du congrès, même à distance. Et donc, sans trop tarder, ce soir, on va parler du sujet le plus attendu, le plus abordé cette année, c'est le sujet de l'insuffisance cardiaque et les nouvelles recommandations et des études très intéressantes qui ont été abordées ce matin au congrès de l'ESC. Et pour ça, notre invité, notre honorable invité, notre ami, l'ami de la Tunisie et l'ami de la MCV, le professeur Skandar Mbazza, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous consacrer de votre temps, malgré toutes les contraintes. Merci beaucoup. Également, à côté de moi, j'ai professeur Leila Abid. Ce sujet, il lui tient trop à cœur. C'est l'expert national pour nous de l'insuffisance cardiaque. Et avec elle, on va discuter, commenter avec professeur Mbazza ce qu'il va présenter tout à l'heure. Donc, sans trop tarder, je vais te passer la parole, Leila. Merci, Salma. J'ai toujours le grand plaisir de modérer avec toi les webinaires de la MCV. Et comme tu l'as dit, ce soir, nous allons parler d'un sujet très attrayant, un sujet d'actualité, l'insuffisance cardiaque. En fait, l'année 2021, c'est l'année de l'insuffisance cardiaque. Et c'est vraiment, ce soir, nous allons vous présenter les nouvelles recommandations, guidelines, les highlights des guidelines de l'insuffisance cardiaque qui ont été publiées ce matin à l'European Heart Journal et qui ont été présentées cet après-midi à l'ESC. Et donc, pour cela, nous avons invité, comme tu l'as dit, Salma, notre cher ami tuniso-français, professeur Alexandre Mbazza. J'ai vraiment toujours le grand honneur de l'avoir parmi nous, soit en virtuel, soit en présentiel. Espérons que la prochaine fois, ça sera en présentiel. Il répond toujours positif à nos invitations. Je vous rappelle que le professeur Mbazza, c'est un professeur anesthésie-réanimation. Il est le chef service de anesthésie-réanimation à l'hôpital Lariboisière Paris. Et il est le grand expert d'insuffisance cardiaque. Et ce soir, vraiment, je suis très ravie qu'il soit parmi nous parce que c'est l'un des auteurs de ces recommandations qui a vraiment participé à l'élaboration de ces guidelines. Et certainement, il va nous éclairer sur ces guidelines
d'une façon vraiment très passionnante parce que je sais que ces recommandations le tiennent à cœur. Donc, je tiens aussi à le remercier parce que je rappelle mes amis, mes collègues, que le professeur Mbaza ne cesse de nous soutenir. Effectivement, c'est lui l'un des fondateurs de Covidar qui est en train de rendre un grand service à nos patients gratuitement dans la prise en charge de la Covid. Donc, on vous remercie, professeur Mbaza. Et sans plus tarder, je vous cède la parole. Juste, je rappelle que, en fait, ça sera interactif. Donc, Dr Mbaza va présenter les guidelines par étapes. Donc, vous pouvez, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure pour qu'on discute parallèlement à la présentation de Dr Mbaza. À vous la parole, professeur Mbaza. D'abord, merci beaucoup. Vraiment, c'est très sympa d'être invité. J'ai l'impression d'être à Sfax. Et je sais que beaucoup d'entre vous viennent de l'ensemble du pays. Vraiment, je suis touché par vos mots très sympathiques. Je suis effectivement très content de participer à votre réunion et j'adore l'association de Sfax qui est extrêmement active et c'est ça qui fait qu'à la fin, les malades bénéficient immédiatement des avancées parce qu'effectivement, j'imagine qu'à la fin de notre webinaire, vous aurez capté de nouvelles informations et les malades vont en bénéficier assez rapidement. Donc, ce que je vais faire, effectivement, je vais vous montrer des nouveaux résultats, mais surtout, je vais vous donner un peu la logique des guidelines, puisque moi, j'ai eu la chance effectivement d'être un des co-auteurs des guidelines. Donc, on a beaucoup travaillé pendant 2 ans secrètement, parce qu'on est chaque fois enfermé, on regarde toutes les données. Et je vais vous montrer un peu la logique qu'il y a derrière ces guidelines. Et surtout, on ira petit à petit. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de données nouvelles. Je pense que c'est important que vous les digériez petit à petit. Parfait. Je pense que là, vous voyez la première diapositive. Ça, c'est les guidelines. Alors, les guidelines, juste un mot sur les auteurs. Donc, effectivement, il n'y a pas de surprise. Les auteurs sont des gens qui ont beaucoup travaillé sur le sujet. Ils viennent des 4 coins du monde, même si c'est des guidelines de la Société européenne de cardiologie. Une nouveauté, et c'est important de le souligner, une nouveauté cette année, il y a 2 malades. Et je vous dis ça parce que peut-être qu'en Tunisie, si vous avez l'opportunité de faire des guidelines, quel que soit le sujet cardiovasculaire ou autre d'ailleurs, peut-être que c'est une bonne idée de rajouter des malades et des représentants d'associations de malades. Donc, il y a 2 représentants d'associations de malades, un d'Angleterre et un de Suède. Et ben, je peux vous dire qu'ils ne sont pas muets. Il y a des sujets sur lesquels, quand ça vole trop haut, ils ne comprennent pas nécessairement, mais je peux vous dire que très régulièrement, ils disent écoutez, ça c'est faisable, ça c'est pas faisable, ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord, ça c'est éthique, ça c'est pas éthique. Et vraiment, leur rapport a été très important. Alors, j'avoue être un peu fier de vous montrer cette diapositive parce que c'est moi qui ai eu en charge et qui ai demandé à ce qu'on change la définition de l'insuffisance cardiaque. Pour ceux qui sont méticuleux et qui adorent les jeux des 7 différences ou des 7 comparaisons, vous pourriez voir que dans les 4 ou 5 derniers guidelines, la définition de l'insuffisance cardiaque a été reproduite in extenso. On a reproduit. Et quand vous allez sur Wikipédia aujourd'hui, et que vous regardez insuffisance cardiaque, vous allez voir ces 2 lignes. C'est marqué l'insuffisance cardiaque. C'est une défaillance du cœur avec baisse du débit cardiaque. Bon. Sauf que, comme vous le savez, mon équipe et d'autres, on a mesuré le débit cardiaque chez des milliers d'insuffisants cardiaques et dans la majorité des cas, le débit cardiaque, il est normal, il est préservé. Et le problème, il n'est pas le débit cardiaque, le problème, il est la congestion et l'augmentation des pressions. Et donc, c'est pour ça que la définition a complètement changé. Et cette définition, maintenant, met au milieu du jeu d'abord les signes cliniques, et ensuite il dit l'insuffisance cardiaque est due à des modifications structurelles et fonctionnelles dont le résultat, et ça c'est vraiment une première, les autres sociétés ne l'ont pas encore fait, dont le résultat est une augmentation
dépression intracardiaque, donc de la congestion, avec, dans quelques cas, une inadéquation du débit cardiaque. Donc, ça, c'est la première chose qui est importante. Donc, on dit clairement pour la première fois, pour les étudiants, pour tous ceux qui vont lire les guidelines, l'insuffisance cardiaque, c'est d'abord la congestion et l'augmentation des pressions à l'intérieur des cavités ventriculaires ou de l'oreillette. L'autre chose qui est très importante et qui, pour le coup, est très, très européenne, c'est la définition en fonction de la fraction d'éjection. Donc, aux derniers guidelines, l'insuffisance cardiaque a été séparée en 3 catégories. Et là, on est rentré plus dans la finesse des catégories. On verra dans quelques instants pourquoi on l'a fait. Donc, on a l'insuffisance cardiaque qu'on connaît tous avec une fraction d'éjection inférieure à 40%. Vous savez que la majorité des études médicamenteuses, on y reviendra tout à l'heure, ont été faites dans cette catégorie-là, inférieure à 40%, parfois inférieure à 35%, mais pour la majorité des cas, inférieure à 40%. Donc, le HFrEF, l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, un des critères, c'est les symptômes, mais si on reste sur la fraction d'éjection, c'est inférieur à 40%. Donc, quand c'est 40 ou 39 ou 38, on dit que c'est une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite. Et cette catégorie qui s'appelait déjà MREF, mais on a mieux défini, maintenant c'est mildly reduced. Ça veut dire quoi? C'est modérément réduite. Donc celle-ci, elle est vraiment, la fraction d'éjection est vraiment réduite. Celle-ci, elle est modérément réduite. Et ici, la fraction d'éjection, elle est entre 41 et 49%. Et la troisième catégorie, c'est donc l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée. Là, la fraction d'éjection, elle est supérieure à 50%. On dit qu'elle est préservée, en fait, elle est faussement préservée, mais en tous les cas, on dit qu'elle est pseudo-normale. En tout cas, elle est supérieure à 50%. Et je rappelle qu'une fraction d'éjection normale, c'est au-dessus de 70 ou 75%. Donc, vous voyez qu'elle est préservée, mais elle n'est pas normale. Donc, une fraction d'éjection supérieure à 50%. Donc, vous voyez bien qu'il y a ces 3 catégories. Ce qui est très intéressant, et ça, vous devez le voir, vous, dans votre pratique, en tout cas, on le voit maintenant de plus en plus, moi je le vois énormément, et ça se voit maintenant dans la littérature, c'est que ce groupe-là du milieu, c'est un groupe très important pour 2 raisons. La première, on va le voir tout à l'heure, c'est qu'ils étaient exclus des études et ils étaient aussi exclus des traitements. Aujourd'hui, n'importe où dans le monde, un malade vient avec 46% de fraction d'éjection, il n'a pas de bol, parce qu'il aurait presque valu qu'il ait 39%, parce qu'à 39%, il y a des médicaments, et à 45%, il n'y en a pas. En fait, ça a été la vraie avancée de ces guidelines, c'est que grâce à des études qui ont été faites et des analyses qui ont été faites très rapidement en Europe, en quelques années, en 2-3 ans, on a pu montrer que tous les médicaments qui sauvaient des vies et amélioraient le symptôme dans les FREF marchaient aussi dans le heart failure mildly reduced ejection fraction. Et ça, c'est vraiment une vraie grosse avancée. C'est que ces malades-là, à partir de ces guidelines, vont pouvoir bénéficier de tous les médicaments qu'on a déjà prescrits dans le FREF. Donc ça, c'est la première avancée et grâce à ce groupe-là. Et la deuxième avancée, c'est que le mild reduce, les gens l'ont toujours vu comme des malades qui étaient soit normales, soit préservées et qui se détérioraient au fil du temps. Et en fait, on sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai et qu'une grande partie de ces mildly reduced sont des malades qui étaient au départ reduced, qui ont été très, très bien traités et dont leur fraction d'éjection remonte jusqu'à parfois 47, 48, 49%. Et ça, c'est une des vraies avancées des dernières années, c'est qu'il faut se battre pour donner les très bons traitements aux malades qui sont reduced, parce que s'ils sont pris tôt, s'ils sont très bien traités, ils peuvent redevenir mildly reduced, qui leur donne quand même un très bon confort de vie et une très bonne amélioration de la survie. Donc, je vais m'arrêter là, parce que je pense que ces premières diapos-là sont importantes pour être discutées, ces 2 diapos de définition. Merci, professeur Baza, pour cette belle introduction et surtout, vous avez insisté sur la définition de l'insuffisance cardiaque, mais surtout la nouvelle classification, le mid-range qu'on considère maintenant mildly reduced, mais vous avez insisté
sur un point très important, c'est que les malades du Rudru, généralement, ce sont des HFrEF, c'est-à-dire insuffisance cardiaque à fonction systolique réduite, qui évoluent sous traitement optimal vers le HAF-MRF. Donc, ma question, est-ce que là, je m'attendais dans ces nouvelles recommandations à ce que la définition de l'insuffisance cardiaque, peut-être, elle ne sera pas uniquement, cette classification, elle ne sera pas uniquement basée sur la fraction d'éjection ventriculaire gauche, parce que, comme vous le savez, que l'insuffisance cardiaque, en fait, elle dépend beaucoup d'autres paramètres à part la FEVG, c'est-à-dire il y a les résistances vasculaires, il y a le débit, il y a la compliance. Donc, honnêtement, je m'attendais à ce que ça change dans ces nouvelles recommandations. Et deux, si on regarde le papier qui a été aussi publié récemment, je pense au mois de février, sur la nouvelle définition de l'insuffisance cardiaque, aussi, donc, on parle de cette improved insuffisance cardiaque à fraction d'éjection préservée, et là, on l'a défini de façon très précise. Voilà, c'est une très, très bonne question. Donc, la question, c'est pourquoi on est toujours collé à la fraction d'éjection ventriculaire gauche, qu'on sait être un mauvais paramètre physiologique et, comme tu le dis très bien, un mauvais paramètre de l'ensemble de la circulation, puisque ça ne montre d'abord, ça ne montre qu'un des deux ventricules, le ventricule gauche et même pas le ventricule droit et pas les oreillettes. Et deuxièmement, ça ne tient pas compte de l'ensemble de la circulation. Le problème, c'est que on a l'histoire qui est collée à nous, et modifier la définition de l'insuffisance cardiaque, ça veut dire mettre à la poubelle toutes les études qui ont été faites avec la fraction d'éjection basse et qui ont montré un effet sur la survie. Donc, c'est ça la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il faut vivre avec le passé, puisqu'on a des médicaments comme les bêta-bloquants, comme les l'ARNI, comme les IEC, qui ont montré une amélioration de la survie. Donc, on a cette partie définition là que je vous ai résumée en quelques minutes. Je peux vous dire, ça nous a pris des milliers d'heures. Je n'exagère pas, des milliers d'heures pour savoir. On a tout exploré, même allant très très loin. Et à un moment, il faut revenir à la réalité parce qu'on doit donner des médicaments aux malades. Et donc, on a essayé d'améliorer cette définition. Un petit commentaire, peut-être que on va ouvrir, on va passer à l'étape suivante. Vous avez dit que cette catégorie de patients entre les 41 et 49% de fraction d'éjection, avant, ils sont exclus de tout ce qui est offre thérapeutique. Et maintenant, on sait très bien que ce qui marche à la fraction d'éjection basse marche avec eux. Est-ce que le fait que on a conclu, on a déduit que cette catégorie, c'est l'insuffisance cardiaque réduite qui a évolué, fait que cette catégorie, elle répond au même traitement. Est-ce que c'est ça l'explication, en fait? Il s'agit… Non, en fait, c'est vraiment… on a analysé les études, dans les grandes études, toutes les grandes études que vous connaissez par cœur, bêta-bloquants, IEC, ARNI, etc., en fait, il y a des malades par erreur ou volontairement dans certains centres qui dépassaient 40%. Ce n'est pas des grosses cohortes, c'est parfois 10%, 15% des malades. Et grâce à la nouvelle définition, toutes les compagnies, tous les investigateurs sont allés revoir ces malades-là qui étaient exclus normalement. Et ils les ont réanalysés et ils se sont rendus compte que l'effet était aussi positif dans cette catégorie-là. Et donc, c'est pour ça que c'est important cette catégorie. Et c'est pour ça qu'on peut dire aujourd'hui, vous allez voir un tableau dans un instant, que ces malades-là doivent être traités exactement comme les FREF. On n'a pas trouvé d'exception. Tous les médicaments qui marchent pour FREF, aujourd'hui, marchent pour FMREF. Même les médicaments qui visent l'amélioration fonctionnelle, pas seulement les médicaments… Écoute, on va y revenir tout à l'heure parce que j'ai une diapo uniquement FMREF. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire quelques diapos chroniques et ensuite on parlera de l'insuffisance cardiaque aiguë. Alors, cette diapo-là, c'est une des premières des guidelines. Elle est très importante parce qu'elle repositionne les peptides natriurétiques par rapport à l'écho pour le diagnostic de l'insuffisance cardiaque. Donc là, on parle, le malade, on ne sait pas du tout qu'il a insuffisance cardiaque, il tape à votre porte ou le médecin généraliste vous l'envoie parce qu'il ne respire pas bien, parce qu'il est en train de prendre des œdèmes, parce que la nuit, il ne dort pas bien,
vous voyez, il n'arrive plus à faire la même distance qu'il pouvait faire. Et donc, il vient vous voir. Et donc, aujourd'hui, ce que les guidelines disent, pourquoi? Parce qu'il faut imaginer qu'on est dans un problème de santé publique, hein, donc des problèmes de nombre très, très large. Donc, aujourd'hui, les guidelines disent, ben, la première chose à faire, c'est les peptides natriurétiques. Ça permet d'éliminer. Si les peptides natriurétiques sont faibles, ben, clairement, ce n'est pas l'insuffisance cardiaque, il faut les chercher immédiatement aux choses. Et ça, c'est quand même beaucoup, beaucoup de patients. À l'inverse, pour les quelques patients où ces peptides natriurétiques sont supérieurs, vous voyez, à des niveaux très bas, hein. On est en train de parler de BNP supérieur à 35. On est en train de parler de NT-proBNP supérieur à 125. Donc ça doit nous faire suspecter une insuffisance cardiaque. Un malade qui a 200, ce n'est pas normal de NT-proBNP. Un malade qui a 50, 60, c'est une question que je pose d'ailleurs souvent à mes étudiants en médecine. Je leur ai dit, mais d'après vous, moi, Alexandre Nevaza, vous pensez que j'ai combien de BNP? Et souvent, ils me disent tous 100. Et je suis obligé de leur dire que 100, c'est déjà de l'insuffisance cardiaque. Non, nous tous, ici, dans ce webinaire, on a un BNP qui doit être à 5, 10, mais sûrement pas plus que ça. Donc ça, c'est vraiment un gros changement par rapport aux anciens guidelines. Et vous voyez qu'effectivement, vous voyez qu'il y a un yes ici. Donc, si les peptides natriurétiques sont supérieurs à ces seuils-là, ben là, on passe sur l'échocardiographie et on passe sur le bilan. Et ce bilan d'échocardiographie va nous permettre d'ailleurs de classifier ce patient. Est-ce que vous voulez qu'on s'arrête ici quelques secondes avant d'aller au traitement? Non, c'est bon, c'est juste… Bon, là, vous avez insisté que le NT-proBNP ou le BNP a une place primordiale pour le diagnostic, mais je ne sais pas, dans notre pratique courante, est-ce que c'est facile? Il y a le problème de coût, là je parle de la Tunisie, on passe peut-être d'emblée à l'échographie dans notre pratique courante, mais je pense que le message à passer, c'est qu'il faut demander ce NT-proBNP, ce BNP, un pour le diagnostic, mais aussi certainement vous allez en parler après, il a aussi une valeur pronostique et même pour le suivi des patients. De traitement, oui. Mais j'allais dire, c'est presque moins pour vous, les cardiologues, que pour les médecins généralistes. On peut imaginer qu'un médecin généraliste, dans une zone où les malades sont de plus en plus âgés, où c'est problématique, il ne sait pas quoi faire, ben en fait, moi, ce que je vous conseille, c'est que vous leur disiez de faire un BNP ou un NT-proBNP parce qu'il l'a rapidement. Si c'est inférieur au seuil, ben, il ne vous embête pas, il s'en occupe. Si c'est supérieur au seuil, il vous l'envoie et vous êtes content de savoir que le BNP est élevé, qu'il faut que vous rentriez, que ce malade est un bilan complet chez vous. Moi, je pense que c'est plutôt comme ça que je verrai les choses. Mais le coût est un problème, je suis d'accord avec vous. Alors, sur le traitement, donc ça, c'est un des premiers, vous verrez, il y a 3 tableaux sur le traitement. Et je vais vous essayer de vous expliquer la logique qu'il y a derrière les traitements et les couleurs. Donc, les couleurs, ce qui est en vert, c'est classe 1, c'est-à-dire 2 études qui ont validé la positivité de l'objectif primaire. Alors, je reviendrai tout à l'heure, c'est très important de comprendre qu'est-ce qu'on entend par classe 1. Donc, il y a classe 1 pour la survie, je vous l'ai dit, et classe 1 pour les signes fonctionnels. Et donc, il va falloir, cette année, en tout cas, on a souhaité être très précis. Et ça a été beaucoup par la poussée des 2 représentants de malades qui ont dit, mais vous ne pouvez pas mettre dans le même paquet des médicaments qui sauvent des vies et des médicaments qui améliorent les signes fonctionnels. Alors là, clairement, il y a 5 médicaments qu'on garde. Donc, tous les autres n'ont pas la classe 1. Donc, c'est ACE inhibiteur et ARNI, bêta-bloquants, les antagonistes des récepteurs de l'aldostérone, les 2 SGLT2, vous vous souvenez que les SGLT2, donc ça c'est vraiment, pour moi, c'est une avancée médicale majeure. Donc c'est des médicaments qui empêchent la réabsorption du sucre par le rein, donc ils laissent le sucre partir dans les urines et ils empêchent la réabsorption du sucre dans le rein, et les diurétiques. Alors, on va passer à la prochaine diapo. Donc ce schéma-là, on a mis là aussi des milliers d'heures à le faire. Là aussi, parce qu'on avait la pression des représentants de malades et parce qu'on voulait faire quelque chose qui soit très pratique. Alors, ce schéma-là peut paraître très grand, mais en fait, il est vraiment très simple. Ici, en haut de tableau, on a les seuls médicaments qui améliorent la survie. Alors, comme nous l'ont dit les représentants de malades,
à partir d'un certain âge, les malades ne tiennent pas nécessairement à survivre coûte que coûte. Mais néanmoins, pour beaucoup de patients, l'amélioration de la survie est très importante. Et dans cette catégorie-là, il n'y a que 4 médicaments aujourd'hui, il n'y en a pas plus, il n'y a rien d'autre, il n'y a que 4 médicaments. Ces médicaments-là, aujourd'hui, c'est donc les inhibiteurs d'enzymes de conversion et l'ARNI, les bêta-bloquants, les antagonistes de l'aldostérone et le SGLT2. Et ils doivent être donnés ensemble. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de discussion. Pour améliorer la survie des patients, il faut que vos patients ils aient un médicament de chacune de ces 4 catégories. Et ça, il n'y a pas de discussion, là-dessus. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde quels sont les niveaux, justement, de preuve pour ces médicaments-là, ben vous allez voir que le niveau de preuve, il est très, très élevé. Mais je voudrais quand même faire une petite remarque ici sur un petit 1B. Donc, vous voyez que la majorité des médicaments est 1A, aussi bien les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les bêta-bloquants, les antagonistes de l'aldostérone et les SGLT2. Les deux SGLT2, ils ont 1A, c'est-à-dire le maximum. Néanmoins, vous voyez que le sacubitril/valsartan, l'Entresto, et là vous n'imaginez pas les débats qu'il y a eu, les votes et tout. Donc, tout le monde dit que l'Entresto est un bon médicament, qu'il faut le donner éventuellement en première ligne, mais on n'a pas réussi à obtenir un consensus. Et il faut savoir que chaque ligne, chaque classe et chaque niveau, l'ESC demande à ce qu'il y ait plus que 75% des membres de la task force qui écrit qui soient d'accord. Et on n'a jamais réussi à obtenir 75% pour le 1A, pour le sacubitril/valsartan. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule étude qui le montre, alors que dans les autres études, c'était chaque fois 2 études. Donc, je vous rentre un tout petit peu dans les détails pour que vous compreniez la logique. Dans notre esprit, je pense dans l'esprit de tous les cliniciens, sacubitril/valsartan est de plus en plus utilisé comme première ligne, mais là aussi, il y a un problème financier. En tout cas, aujourd'hui, l'ESC, elle dit qu'il y a 4 médicaments à mettre en première ligne, c'est les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les bêta-bloquants, l'antagoniste de l'aldostérone, le SGLT2, vous voyez que lui, il est immédiatement rentré en 1A, et le sacubitril en 1B. Je continue juste encore cette diapo, puis on s'arrêtera pour discuter, parce que je pense que là, c'est un peu la guest star de ces guidelines, ces deux figures. Alors, à côté de la survie, on a souhaité individualiser les médicaments qui ne font qu'améliorer le quality of life, éventuellement la mortalité, mais surtout le quality of life. Et là, on rentre évidemment avec les diurétiques. Les diurétiques n'améliorent pas la survie, les diurétiques améliorent la qualité de vie des patients. On a mis en vert toujours les classes 1, en jaune les classes 2. Et donc ici, vous avez vu qu'en fonction du QRS, de la taille du QRS et de l'ischémie, donc on a les devices ici. Ici, vous avez la fibrillation auriculaire anticoagulant. Ici, le TAVI qui est en 1. Et ici, vous avez vu que s'il y a une intolérance à l'inhibiteur d'enzyme de conversion, c'est l'ARB. Donc ça, c'est les seules classes 1. Et tout le reste est en classe 2, incluant un médicament qui était très haut dans les guidelines précédents et qui là, voilà, il retrouve sa place parce que là aussi, une seule étude, ivabradine chez les malades en risque sinusal. Bon, je ne vais pas rentrer dans le Advanced Heart Failure Quality of Life parce que c'est des choses peut-être beaucoup plus fines et granulaires. Mais je voudrais revenir sur ce schéma-là qui va être le schéma qui va faire le tour du monde, dans lequel on a bien séparé ce qui appartient à l'amélioration à la survie et ce qui appartient à l'amélioration des symptômes. Et peut-être juste, si vous êtes d'accord, une dernière diapo et puis on discute. Mais cette diapo, on en a déjà beaucoup parlé. C'est dans les mildly reduced ejection fraction. Je vous ai dit tout à l'heure que dans cette catégorie, on va pouvoir faire bénéficier des malades de tous les médicaments qu'ont les malades en FRF. Et vous voyez que les diurétiques ici, c'est classe 1.
Tous les autres médicaments, ils ont 2B. Pourquoi ils ont 2B? Parce que c'est des analyses post-hoc, des grandes études que vous connaissez tous. Donc, évidemment, on n'a pas mis 1, on a mis 2B parce que c'est des analyses qui ont été faites secondairement. Et comme je vous ai dit, toutes ces analyses montrent exactement le même résultat. Pour les MREF, c'est-à-dire entre 41 et 49, que pour ceux qui ont une fraction d'éjection basse. Donc, vous voyez ici que les inhibiteurs d'enzymes de conversion, les antagonistes de l'angio-2, les bêta-bloquants, les antagonistes de l'aldostérone et le sacubitril/valsartan, tous ont 2B. Donc, c'est pour la première fois 1 et 2B, c'est une autorisation à faire bénéficier tous les malades jusqu'à 49% de fraction d'éjection, de leur faire bénéficier exactement des mêmes traitements que le F. Voilà, je m'arrête là. Merci beaucoup. Donc là, on a quand même pas mal de questions de l'audience. Je vais commencer par une qui nous fait revenir vers le pro-BNP. Oui. Ouais, il nous parle, il y a une question qui dit, est-ce que en cas d'insuffisance rénale, est-ce que la limite, le cutoff, il change? Oui, alors c'est une très très bonne question. On l'a dit dans le texte, il change assez peu. Il change assez peu, on est en train de parler de l'ordre de 20-30%. Beaucoup de gens, je ne sais pas pourquoi, pensent que c'est multiplié par 4-5 fois. Ce n'est pas vrai, ça change à peine. Et de toute façon, un insuffisant rénal, quand il a le BNP, même qui touche ces seuils-là, c'est un malade qui doit vous être envoyé et vous devez faire une écho. Parce que comme vous savez, dans les insuffisances rénales, l'insuffisance cardiaque peut être la cause. L'insuffisance rénale en elle-même peut entraîner des défaillances cardiaques. Donc, de toute façon, c'est un malade qui doit être suivi par des cardiologues. D'accord. Et on parle d'ARA2. Est-ce que l'ARA2, il est classé en classe 1A, mais est-ce que d'emblée ou en cas d'intolérance aux IEC, est-ce que je peux le prescrire d'emblée? Oui, non, on est toujours dans l'intolérance. On est toujours dans l'intolérance. On n'a pas changé ça, mais en cas d'intolérance, il est classe 1, c'est-à-dire il faut le donner immédiatement dès qu'on a le diagnostic d'insuffisance cardiaque. Et pour cette quadrithérapie nécessaire dans le panier ou dans l'ordonnance du patient insuffisant cardiaque, vous commencez comment? Vous privilégiez une classe par rapport à l'autre ou vous introduisez d'emblée? Parce que vous savez, on a toujours le souci de la tension artérielle, la tolérance, quand on va faire la titration de ces différentes classes thérapeutiques. C'est une très très bonne question. Voilà. C'est une très très bonne question et elle est d'autant meilleure qu'on sait que partout dans le monde, et les données récentes en Tunisie montrent que malheureusement c'est le même schéma que dans le reste du monde, on n'arrive pas, on n'arrive pas à être optimaux. Exactement. On arrive parfois à donner plusieurs classes de médicaments, mais on n'arrive pas à donner la dose optimale de toutes les classes médicamenteuses. Alors, dans les guidelines, on n'a pas trop mis le doigt là-dedans. On a dit qu'il fallait essayer que le malade ait évidemment tous les médicaments. Bon, vous savez tous que je mène une très grosse étude qui s'appelle Strong-HF, qui a actuellement recruté 840 malades et qui devrait s'arrêter à 1800 malades, donc on est à peu près à la moitié du chemin, où on demande aux malades, on a un concept de chimiothérapie pour cancer. Donc le concept est simple, quand un malade a un cancer, quand le médecin oncologue lui dit voilà, je vais vous donner de la chimiothérapie, vous allez être obligé de rester chez vous, vous allez être malade, vous allez éventuellement faire de l'infection, ben, le malade il dit rien, il fait, et une fois que la chimiothérapie est finie, ben, le malade est guéri. Et nous, on a pris un peu le même concept pour l'insuffisance cardiaque. Donc, pour revenir aux guidelines, il n'y a toujours pas, parce que tout le monde attend l'étude Strong, il n'y a toujours pas de technique pour dire on commence plutôt ça avant ça. Il est dit dans les guidelines que vous pouvez commencer soit par les bêta-bloquants, soit par l'IEC ou ARA2. Mais comment arriver jusqu'aux doses maximales, aujourd'hui, ce n'est pas dit. On attend tous l'étude Strong. D'accord. Pour les questions pour les anti-SGLT2, vraiment la surprise de l'année, le traitement anti-SGLT2, c'est le traitement de l'insuffisance cardiaque. Est-ce qu'on le prescrit, quel que soit le niveau de la glycémie du patient, diabétique, non diabétique? Absolument. Alors, je disais tout à l'heure à Leïla, ce n'est pas le traitement de l'insuffisance cardiaque, ce n'est pas le traitement du diabète, c'est un traitement on a l'impression de toutes les maladies de la médecine interne. Bon, il y a des résultats aujourd'hui qui montrent, par exemple, l'étude s'appelle DAPA-CKD, qui est sortie en New England l'an dernier, qui montre que la clairance de la créatinine
chez des insuffisants rénaux chroniques, dont certains sont en liste de transplantation rénale, eh ben, la clairance de la créatinine s'améliore dans les mois qui suivent l'introduction de SGLT2. Donc, c'est un médicament qui améliore le rein, c'est un médicament qui améliore le métabolisme, c'est un médicament qui améliore la glycémie, c'est un médicament qui améliore la fonction cardiaque. Donc, c'est vraiment la révolution en médecine. En tout cas, pour moi, c'est vraiment la révolution en médecine. Donc, vous pouvez le prescrire à partir en tout cas, les indications sont claires des guidelines. À partir du moment où le malade a moins de 50% de fraction d'éjection, donc 49 et moins, quelle que soit sa glycémie, quel que soit son status glycémique, quel que soit le diagnostic qu'il ait ou pas de diabète, vous avez vu, c'est une indication à 1A, donc c'est extrêmement fort. Est-ce qu'on est obligé de passer par une titration ou on y va directement à la posologie? Ce médicament, par rapport à tous les autres, normalement, va être prescrit très vite, puisqu'il n'y a pas d'effet secondaire. Au début, ils avaient dit l'infection, tout ça. Et en fait, les dernières études montrent que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de titration, il y a une seule dose. Et normalement, c'est un médicament qui, j'espère, sera donné dès que le diagnostic sera fait. On commence par ça, et ensuite, on donnera bêta-bloquant, IEC et les 3 autres. Donc, certainement, le sujet de traitement a suscité beaucoup de questions auprès de nos amis qui sont en train de nous suivre. Et c'est normal. Et là, peut-être, si on résume et si on essaie d'éclaircir encore plus les choses, les recommandations nous ont bien dit qu'il y a 4 molécules qu'il faut donner en première intention en cas d'insuffisance cardiaque à fonction systolique réduite, HAFrEF. On les appelle même the Fantastic Four, les vraiment 4 piliers du traitement de l'insuffisance cardiaque: bêta-bloquant, bloqueur système rénine-angiotensine, IEC ARA2, sacubitril/valsartan, et les anti-aldostérone et les anti-SGLT2. Vous êtes d'accord, professeur Mbaza? Voilà, on est d'accord. Il faut quand même rajouter, surtout si le malade sort d'une insuffisance cardiaque et qu'il est congestif, probablement pendant quelques semaines ou quelques mois, il faudra lui rajouter des diurétiques le temps qu'on baisse le niveau de la congestion. Et une fois que la congestion est réglée, on peut l'arrêter et on continue avec les 4 grandes classes. Et très bien. Et donc là, ma question, ça a été posée pour les ARA2. Ils sont indiqués en cas d'intolérance aux IEC, mais le sacubitril/valsartan, il peut être donné s'il y a une intolérance aux IEC, c'est-à-dire en cas d'intolérance aux IEC, on privilégie le sacubitril/valsartan plutôt que l'ARA2. Je pense que vous êtes d'accord. Et on peut donner aussi le sacubitril/valsartan chez les patients naïfs qui n'étaient pas sous IEC, parce que quand même, ils sont en classe 1B, comme vous l'avez précisé. Donc, soit IEC, soit sacubitril/valsartan. L'ARA2, pour moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, en troisième position. C'est-à-dire, si j'ai la possibilité de donner sacubitril/valsartan par rapport à ARA2 surtout, ou IEC, je donne sacubitril/valsartan. Non, mais vous avez raison. Vous imaginez pas les débats qu'on a eus pour que apparaisse dans les guidelines le mot sacubitril/valsartan peut être donné en première ligne chez des malades de novo. La moitié de la salle était pour, l'autre moitié était contre. Et comme je vous ai dit, il fallait 75%, on n'a jamais obtenu les 75%. Parce que les guidelines, à tort ou à raison, c'est basé sur des études. Voilà, exactement. C'est basé sur des études et des articles. Néanmoins, je peux vous dire qu'en Europe, pour une grande partie des gens dans la salle qui écrivent les guidelines, le sacubitril/valsartan est de plus en plus utilisé en première ligne. Oui. Et donc, c'est-à-dire on fait de notre mieux pour donner les 4 en même temps, dès que le patient, même en milieu hospitalier, si le patient il se stabilise. Et après la sortie, ce que les recommandations, je pense, préconisent, c'est d'essayer d'optimiser le traitement dans les 15 jours, maximum les 15 jours qui suivent l'hospitalisation. Voilà, donc, earlier is better, c'est très important. Voilà, c'est ce qui est dit. Pourquoi? Parce que dans STRONG-HF, c'est ce qu'on fait. On fait un demi IEC ou ARNI, un demi bêta-bloquant, un demi MRA avant que le malade ne sorte. Le SGLT2, maintenant, on peut le donner aussi, comme on l'a expliqué tout à l'heure, il n'y a pas d'effet secondaire. Et 15 jours après, on revoit les malades. Mais il faut bien voir que ça,
pour revenir à ce que disait Selma tout à l'heure, il faut bien voir qu'il ne faut pas traiter de la même manière un malade qui vient de novo et un malade qui est connu depuis plusieurs années comme étant insuffisant cardiaque et qui est déjà sous médicaments. Le malade de novo, il a moins de chances de faire de l'hypotension artérielle parce que souvent, et c'est nos résultats, un malade de novo, il vient avec une pression artérielle moyenne, souvent qui est à 100, plus de 100. Donc déjà, ceux-là, quand vous donnez des médicaments, le risque d'hypotension, il est moindre que quelqu'un qui est déjà sous même demi-dose de médicaments depuis plusieurs années et auquel vous allez essayer de monter les doses. Donc, il faut vraiment profiter du malade qui vient de novo pour essayer et qui vient de faire une insuffisance cardiaque aiguë, quand il est stable, quand il va sortir, d'essayer d'optimiser au maximum. Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Et là, il y a aussi à côté de ces guidelines, il y avait un papier qui a été aussi publié par le Heart Failure Association de la Société européenne de cardiologie sur le profiling du patient, la personnalisation du traitement du patient insuffisant cardiaque, tout en tenant compte de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, de la présence ou pas de fibrillation auriculaire et de la fonction rénale. Et donc, on essaie de donner les 4 molécules, mais parfois, si on est limité par la petite tension, comme vous l'avez dit, on privilège plutôt les anti-SGLT2, les bêta-bloquants, les anti-aldostérone. Si on est limité par l'insuffisance rénale, toujours c'est la place des anti-SGLT2, vous l'avez bien précisé, que dans l'étude DAPA-CKD, la clairance était juste, on est arrivé jusqu'à 20 millilitres par minute. Mais malheureusement, comme l'a dit l'un de nos collègues, il nous a mis un commentaire, dans l'AMM, on est limité. L'AMM, c'est-à-dire on ne peut pas les donner si la clairance est inférieure à 60 ou 45 millilitres par minute. Les AMM vont changer. Enfin, dans le monde entier, ces études-là, c'est quand même des études très récentes. C'est 2020, là 2021, vous allez entendre en pas demain. Donc, les AMM vont être modifiés. Et effectivement, aujourd'hui, les SGLT2, on est coincé dans beaucoup de pays dans le monde parce que les AMM n'ont pas changé et qu'elles restent encore un médicament pour les diabétiques. Oui. Mais c'est en train de changer et ça va passer par des médicaments que les cardiologues vont utiliser. Il y a eu un grand débat pendant 1 an en disant mais est-ce que seuls les diabétologues vont pouvoir les prescrire? Non. Maintenant, ce débat-là, il est clos. Les cardiologues vont pouvoir l'utiliser tranquillement, ce n'est pas toxique et les malades en bénéficieront. Oui, vous l'avez dit lorsqu'on a discuté ensemble tout à l'heure, les anti-SGLT2, on peut le considérer une molécule miracle parce que vu la cardioprotection, c'est incroyable. La néphroprotection, et ça explique le nombre d'études qu'on a vues avec ces molécules, un tsunami d'études, si on se permet de le dire, on parle Reduce, DAPA, HF et d'autres. Et là, peut-être aussi, j'ai peut-être une remarque à passer. Il faut vraiment vérifier la volumétrie de notre patient pour essayer d'optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque parce que nos patients prennent les diurétiques. Parfois, ils prennent une dose très importante de diurétique, donc il faut baisser le diurétique pour améliorer la pression artérielle, pour prévenir l'insuffisance rénale. Et comme ça, on peut optimiser le traitement de l'insuffisance cardiaque qui a un effet, comme vous l'avez dit, sur la mortalité. Je pense qu'aussi, c'est très important. Ok, alors si vous êtes d'accord, on va faire quelques diapos d'insuffisance cardiaque aiguë. Oui. Enfin, Alexandre, est-ce que vous permettez en tant que rythmologue, je ne peux pas passer la diapositive où il y a des classements de l'indication du DEF dans les CMD non ischémiques en classe 2 au lieu de la classe 1 et également la resynchro pour les patients qui ont un QRS, un BBG QRS inférieur à 150 de classe 1 à classe 2. Et là, est-ce que vous pensez que l'amélioration et l'enrichissement du panier de traitement de l'insuffisance cardiaque a fait que la majorité de nos patients qui avaient avant besoin de l'indication de défibrillateur et de resynchronisation, on a remarqué qu'ils peuvent améliorer leur fraction d'éjection, ils peuvent améliorer leur statut fonctionnel et également améliorer le pronostic rythmique avec le traitement, avec les médicaments qu'on dispose actuellement. Et c'est pour cette raison que l'indication, elle s'était déclassée en classe 2 au lieu de classe 1. Oui. Alors, pour la resynchronisation, juste qu'on soit bien d'accord, donc,
quand c'est au-dessus de 150, on est toujours en classe 1. Classe 1, ouais. Oui. Alors, comme vous savez, il y a eu cette fameuse étude de New England faite par nos amis suisses qui a montré qu'effectivement, ce n'était pas nécessairement vrai quand le QRS était un peu moins large. Je ne sais pas, pour répondre à ta question, je ne suis pas sûr que c'est lié aux médicaments. Aujourd'hui, en tout cas, moi, ce que je vois en Europe, c'est que quand on est en train de démarrer les médicaments, d'abord, avant de démarrer tout ça, on voit que le QRS est large. Moi, la plupart des gens que je vois, ils ont déjà l'idée de la resynchronisation avant de démarrer les médicaments. On démarre les médicaments, mais c'est rare que le bêta-bloquant améliore le QRS, c'est rare que les inhibiteurs d'enzymes de conversion améliorent le QRS, etc., etc. Donc, très souvent, ces malades-là finissent quand même entre vos mains parce que, comme tu l'as dit très bien, la resynchronisation a un effet miraculeux chez ces gens-là. Donc, moi, je ne sais pas si dans ta pratique, tu vois moins de malades se faire resynchroniser, mais je dirais qu'on revient à la discussion initiale du mildly reduced. C'est-à-dire que le malade qui est resté à FEVG basse pendant très longtemps et qui éventuellement a élargi son QRS, peut-être si on le traite de façon préventive et tôt, peut-être qu'il n'élargira pas. Mais je dirais qu'aujourd'hui, dans la tête de tout le monde, un malade qui est en rythme sinusal avec un QRS large, c'est un malade qui part à la synchronisation. Et nous, moi, j'ai fait 2 ou 3 papiers montrant que si on tarde à mettre la resynchronisation, après, la resynchronisation ne marche plus. Tout à fait. C'est ça. La resynchro, c'est le moment idéal où il faut intervenir, qu'il ne faut pas le louper. Oui, c'est le bon moment. Il faut trouver le bon moment. Voilà. Et le bon moment, nous, on a montré que le bon moment, c'est avant que les oreillettes ne se dilatent. Il ne faut pas que les oreillettes se dilatent. Quand les oreillettes sont encore de bonne taille, enfin, ça, tu sais ça encore mieux que moi, et que tu mets de la resynchronisation, le malade, il est transformé. Dr Baza, avant que vous passiez à la deuxième partie de l'insuffisance cardiaque aiguë, il y a 2 petites questions rapidement. Oui. Concernant le HAF-REF, l'insuffisance cardiaque à fonction systolique mild, modérément altérée, bien sûr, en classe 1A, c'est les diurétiques, mais pour les autres, vous avez dit que c'est classe 2B, mais normalement, c'est recommandé. Donc, la question, est-ce qu'on les prescrit au long cours ou uniquement au cours de la période congestive? Non. Alors, juste, on prend quelques secondes ici. Toutes les études ici, vous avez vu qu'on a fait, c'est du vert. Pourquoi c'est du vert? Parce qu'il faut qu'il y ait 2 études. D'accord? Toutes ces études-là, dans le FREF, il y a eu 2 études qui étaient prévues pour du FREF, qui ont été positives. Et vous ne pouvez pas avoir un classe 1 si vous n'avez pas 2 études positives avec la même classe de médicaments dans une indication. Donc là, c'est clair. Bon. Quand, il y a quelques années, on est passé à la catégorie HEF-MREF, c'est-à-dire entre 41 et 49, on s'est dit, en tout cas, beaucoup d'investigateurs ont dit, bon, on va vérifier si ces médicaments-là marchent ou pas. D'accord? Mais on n'a pas refait des études, on a fait des analyses. On a juste repris la base de données, on a réanalysé. D'accord? Et donc, on a une indication 2B. L'indication 2B, c'est une bonne indication. C'est-à-dire que l'ESC vous dit allez-y, mais il vous dit juste allez-y, mais sachez que ce n'est pas basé sur 2 études qui ont été faites spécialement pour cette catégorie-là. Ça a été fait sur des analyses de données. Mais ce qui vous frappe, c'est que quelle que soit la classe de médicaments qu'on a utilisée, quelle que soit la classe de médicaments qui a été analysée, quelle que soit l'étude qui a été faite, à chaque fois, on a vu qu'entre 41 et 49, on trouve exactement le même bénéfice quand inférieur à 40. Une dernière question posée par notre ami Mondjigem, que je salue, de Djerba. Vous l'avez dit tout à l'heure, mais peut-être il faut y insister sur la place du procouralon dans le traitement de l'insuffisance cardiaque. L'ivabradine. Donc, l'ivabradine, pourquoi elle est en jaune? Parce qu'il y a eu une seule étude. Mais néanmoins, le jaune, ce n'est pas négatif. Hein. Le vert, c'est obligatoire. Le jaune, c'est il faut faire. Le vert, c'est obligatoire. C'est feu rouge, feu vert. Ça, il n'y a même pas de discussion. Le jaune, c'est en fonction des indications. Donc, aujourd'hui, si votre malade
a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection basse, qu'il a la fraction, qu'il est en rythme sinusal avec une fréquence cardiaque supérieure à 70, vous pouvez mettre de l'ivabradine. Voilà, c'est ça ce que ça dit. D'accord. Parfait. OK. Alors, Oui, pour l'insuffisance cardiaque aiguë. Alors, pour l'insuffisance cardiaque aiguë, vous verrez quelques petits changements. Premièrement, donc le malade vient pour insuffisance cardiaque aiguë. La prise en charge initiale, elle est la même. Les examens complémentaires, le peptide natriurétique, pour soit ils sont bas, il n'y a pas d'insuffisance cardiaque aiguë, soit ils sont élevés, il y a une insuffisance cardiaque aiguë. Et vous avez vu que ce n'est pas le même seuil. Ici, on est dans un seuil d'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, on est 100 par exemple pour le BNP et 300 pour le NT. Tout à l'heure, on était chez le malade qui vient dans votre cabinet ou qui vient dans le cabinet du médecin généraliste et qui est dyspnéique et il faut éliminer une insuffisance cardiaque chronique. Là, ici, on est dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'insuffisance cardiaque, c'est la congestion. Donc, les malades viennent principalement pour une congestion. Et ces arbres décisionnels, on dit le malade vient pour une congestion. Deuxième question, est-ce qu'il est hypoperfusé? Est-ce que la pression artérielle est normale, ce qui est le plus souvent le cas? À ce moment-là, il va rentrer dans cette case ici, c'est-à-dire on va démarrer surtout avec des diurétiques, ou est-ce qu'il est, est-ce qu'il est en pression artérielle, est-ce qu'il est en hypoperfusion, c'est-à-dire est-ce que sa pression artérielle est normale, donc à ce moment-là des diurétiques, ou est-ce qu'il est en hypoperfusion, c'est-à-dire qu'il a une pression artérielle qui est basse, à ce moment-là c'est diurétique et il faut rentrer les inotropes, et là on rentre dans toute la catégorie de l'hypoperfusion. Donc la majorité des malades qu'on traite en Tunisie ou ailleurs, et l'étude de Leïla l'a très bien montré, c'est des malades qui viennent pour congestion et qui viennent pour pression artérielle normale ou élevée. Donc on est le traitement à favoriser, c'est les diurétiques. Là aussi, je vais aller rapidement sur les prochaines diapositives. Si le malade vient pour une pression, pour un œdème aigu du poumon, s'il a une pression artérielle très élevée, on va aller vers les diurétiques. Alors la grande différence, je vous le dis tout de suite, la grande différence entre les guidelines de cette année et les guidelines d'il y a quelques années, c'est que les vasodilatateurs, donc les dérivés nitrés, sont tombés très très bas dans les recommandations et ils sont même, ils ne sont plus indiqués. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 études qui montrent qu'ils n'améliorent pas la survie et à peine les signes cliniques. Vous savez qu'il y a l'étude que moi j'ai menée qui est sortie dans JAMA l'an dernier, Elisabeth, qui s'appelle Elisabeth, donc plusieurs centaines de malades, et une autre étude faite en Suisse. Et les 2 études montrent que les vasodilatateurs n'améliorent pas, quand ils sont donnés en urgence, n'améliorent pas la survie de l'insuffisance cardiaque aiguë. Donc aujourd'hui, vous allez voir que l'insuffisance cardiaque aiguë, on diminue petit à petit, puisqu'il y a quelques années, moi j'avais montré que les inotropes étaient néfastes. Là, je montre que les vasodilatateurs sont néfastes. Donc vous allez voir que l'insuffisance cardiaque aiguë, la grande nouveauté, c'est qu'il ne reste plus beaucoup de médicaments. Alors, je vais passer rapidement sur les autres types d'insuffisance cardiaque aiguë. Donc, il y a l'insuffisance cardiaque aiguë avec prédominance d'insuffisance cardiaque droite. Donc, ça, je vous l'ai déjà dit au congrès ASFAX et au congrès tunisien, qu'il faut faire très attention à la volémie de ces malades-là, parce que quand ils ont une insuffisance ventriculaire droite, si on les remplit trop, le ventricule droit, il est congestif et il altère la fonction rénale. Donc, on va faire très attention au statut si on va donner des diurétiques et on va améliorer la pression artérielle. Le choc cardiogénique, je vous en parlerai une autre fois, mais là aussi, diminution, on dit minimiser les inotropes, et on est en train de pousser pour mettre des assistances ventriculaires le plus tôt possible. Alors, pour l'insuffisance cardiaque aiguë, ce qui a changé, c'est ici, c'est comment prendre en charge ces malades avant qu'ils ne rentrent à la maison. C'est la discussion qu'on a eue tout à l'heure. Donc, en fait, on sépare le séjour à l'hôpital en 3. 1, ce qui est fait aux urgences ou ce qui est fait aux soins intensifs de cardio. 2, ce qui est fait dans le service de cardiologie. Et 3, qu'est-ce qu'on doit faire, et j'y reviens dans un instant, qu'est-ce qu'on doit faire avant que le malade ne rentre à la maison. Alors, pour les diurétiques, ça je vous l'avais déjà dit, donc maintenant c'est officiel, c'est écrit dans les guidelines, il faudrait vraiment que tous vos résidents, assistants,
utilise les diurétiques dans l'insuffisance cardiaque aiguë de la même manière. C'est si le malade était sous diurétique oral à la maison, on va dire yes. À ce moment-là, quand il vient à l'hôpital, vous allez lui donner 2 fois en IV, 2 fois la dose qu'il prenait en Péros. Et s'il n'avait pas de diurétique Péros à la maison, vous commencez par 20 à 40 mg de diurétique. Et ce qui est très important, je sais qu'on me dit c'est compliqué, etc. Mais il faut vraiment que vous arriviez petit à petit à le faire. Il n'y a pas de raison qu'on donne un vasodilatateur en surveillant la pression artérielle et qu'on donne un diurétique sans surveiller l'effet du diurétique. Et donc, maintenant, c'est clairement écrit dans les guidelines et ça va être diffusé dans le monde entier. Quand vous donnez des diurétiques, revenez 2 à 6 heures après, prélevez un peu d'urine dans un bocal et vérifiez que le malade excrète bien du sodium dans les urines. S'il a plus que 50 milliéquivalents de sodium dans les urines ou si son débit urinaire est supérieur à 100 ml par heure, c'est que vous avez donné la bonne dose et donc il faut juste répéter la même dose 12 heures après. En revanche, si vous avez donné des diurétiques, on va dire le malade par exemple n'en avait pas à la maison, vous lui donnez 20 à 40 mg, il ne excrète pas assez de sodium, il a par exemple 30 ou 35 milliéquivalents, où le débit urinaire est inférieur à 100, à ce moment-là, ce qu'on vous demande, c'est de doubler la dose. Si par exemple, vous avez commencé avec 30, ben, si ça ne marche pas, vous donnez 60 et vous continuez dans la même logique. Si 60, ça ne marche pas, vous passez à 120 en doublant, etc. Donc, ce schéma-là, ça a l'air de rien, c'est un schéma qui est très, très important. Et moi, je suis un grand défenseur de ce schéma qu'on avait déjà décrit, que je vous avais déjà montré en Tunisie lors du congrès. Et c'est un schéma qui est très, très important. On ne peut plus donner de diurétique sans vérifier l'effet des diurétiques. Donc, pour finir, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui reste comme traitement dans l'insuffisance cardiaque aiguë? Ben, pas grand-chose. Il reste l'oxygène. Regardez ce qu'il y a très peu de choses en vert. Il y a l'oxygénothérapie, l'intubation si le malade n'arrive pas à respirer, et il reste les diurétiques de façon intraveineuse, exactement sur le schéma que je viens de vous évoquer. Et je termine avec cette dernière diapositive, qui est la diapositive qui revient à ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comment doit-on manager le malade après qu'il quitte l'hôpital pour insuffisance cardiaque aiguë. Vous voyez ici qu'on est dans trois recommandations de niveau 1. Il est recommandé de tout faire pour que le malade quitte l'hôpital sans signe de congestion et d'optimiser le traitement oral. Il est recommandé qu'il ait les médicaments, les 4 fameuses classes médicamenteuses dont on a parlé tout à l'heure, avant qu'il ne quitte l'hôpital. Et comme le disait Leïla tout à l'heure, effectivement, cette fois-ci, on est très strict. On dit qu'il faut absolument que vous revoyiez le malade 1 à 2 semaines. On en a beaucoup parlé quand on a essayé de mettre Strong HF en Tunisie. Je sais que c'est difficile parce que vous êtes débordés, que vous ne pouvez pas revoir ces malades-là avant plusieurs mois. Et ben là, il faut peut-être que vous réfléchissiez, comme nous tous dans le monde, à une filière de soins particulière pour ces malades. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, il y a quand même quelques nouveautés dans l'insuffisance cardiaque aiguë aussi. Tout à fait. Ce qui est intéressant, surtout, donner un schéma clair pour la première fois pour la prescription des diurétiques, parce qu'on sait très bien, chacun il fait sa petite sauce interne, quoi. Mais là, c'est bien codifié, c'est clair, la dose, le mode de surveillance, c'est vraiment un protocole, c'est très protocolisé et c'est très bien pour les internes et les résidents de garde et les médecins de garde. Donc franchement, comme ça, tout le monde fait la même chose. Et c'est un moyen aussi pour ne pas ni aggraver la fonction rénale, parce que parfois on tombe dans l'autre versant, que le patient il passe sur le versant hypovolémique et on peut aggraver le patient. Et même si on introduit les toniques cardiaques, vous savez que quand le patient est sur le versant hypovolémique, même les toniques cardiaques deviennent inefficaces. Donc c'est ça, voire toxique. Voire toxique. Voilà, c'est très intéressant. Je reviens avant que je pose ma question, ce qui a été posé par l'audience. Pour les dérivés nitrés, il se pose la question, est-ce qu'on ne les utilise pas même si le patient il vient en OAP avec un pic hypertensif? Voilà. Alors, en fait, c'est ça la seule exception qu'on a gardée, c'est que quand le malade vient avec un OAP et un pic hypertensif, là, vous donnez les dérivés nitrés pour baisser la pression artérielle. Mais il faut que vous sachiez que même dans ce cas-là, on n'a pas réussi à montrer
qu'il y a une amélioration de la survie. Voilà, c'est la seule chose qu'il faut que vous sachiez. Mais la seule nouvelle dans ces recommandations 2021, c'est que les vasodilatateurs qui avant étaient recommandés systématiquement, là, c'est plus systématique. C'est uniquement dans le cas où il y a un pic hypertensif. Alors qu'avant, c'était marqué systématique. D'accord. Et pour les inotropes positifs, quelle molécule vous préconisez en cas d'état de choc? Aucune. Je vais gérer vite. Oui, oui, moi aussi, j'aime pas. Je blague, On n'aime je pas. blague parce que, Je vais gérer vite. bon, en fait, on a été relativement classique, hein, c'est-à-dire si le malade était sous bêta-bloquant, c'est du lévosimendan. S'il est congestif et sous bêta-bloquant, dans la majorité des cas, on peut donner de la dobutamine, mais vraiment le message clé, c'est que la dobutamine, comme les autres médicaments, il faut les donner au maximum 24-48 heures. Et en tous les cas, on a blacklisté 2 médicaments qui sont vraiment très, très toxiques. C'est la dopamine et l'adrénaline. Il faut que ni la dopamine, ni l'adrénaline ne soient donnés à des malades, même en état de choc cardiogénique. D'accord. Ma question à moi. Vous avez parlé de tout, mais vous n'avez pas parlé de digitalique. Alors, oui, très, très bonne, mon très bonne remarque. patient, il vient très rapide, surtout s'il est en TACFA. Il est en phase de congestion majeure. Je ne peux pas introduire les bêta-bloquants. Il a une bonne tension. Donc, est-ce que j'introduis quand même une petite dose de, si la créate le permet, bien sûr, de digoxine? Oui. Il y a un petit paragraphe sur la digoxine. Il n'y a pas de recommandation sur la digoxine. Il y a un petit paragraphe sur la digoxine. C'est vrai que la digoxine, elle a un gros handicap, c'est qu'il n'y a pas de littérature et il n'y a plus personne qui fait des travaux là-dessus. Et pourtant, c'est très, très utilisé. Ce qu'on a dit, c'est que quand vous avez l'expertise, effectivement, pour un effet anti-arythmique, surtout si on sait que c'est les troubles du rythme qui sont la cause de la décompensation cardiaque, il ne faut pas hésiter à le faire, mais c'est en fonction de l'expérience de chacun. D'accord. Et parlons de l'AFA, les AOD, FA et insuffisance cardiaque. Alors là aussi, vous l'avez peut-être vu. Alors, attendez, je vais vous le remontrer, mais je suis passé un peu rapidement. Dans le premier schéma ici, vous voyez que il y a anticoagulant ici. Donc, vous avez atrial fibrillation, anticoagulants qui sont en vert. En vert. Donc, c'est assez clair. Oui. Et on préconise beaucoup plus AOD qu'avec Après, oui. Alors, l'AOD est en train de monter parce que c'est plus simple pour le malade, c'est beaucoup plus stable, etc. Et on ne préfère pas une molécule par rapport à une autre pour l'AOD. Écoutez, moi, je me suis occupé de beaucoup de choses dans les guidelines, mais j'avoue pas dans les anticoagulants, donc je ne peux pas vous mentir. Donc, sur ce schéma-là, je me suis occupé de 95% des choses, mais les anticoagulants, je sais que voilà, la pratique, les guidelines, les recommandations, les AMM sont en faveur des AOD parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour le patient. Mais je ne connais pas les détails. Et pour l'insuffisance cardiaque aiguë, vous avez parlé de l'assistance mécanique. Oui. Voilà. Nous, en Tunisie, on n'utilise pas beaucoup vu le coût extraordinaire. Mais l'ECMO, par exemple, est-ce que vous la préconisez pour quelle durée? Est-ce que c'est pour vous un passage à la greffe ou c'est un passage pour mettre un dispositif d'assistance mécanique définitif ou c'est juste pour passer un cap en cas de myocardite? C'est tout ça à la fois. C'est tout ça à la fois. Mais maintenant, nous, on a beaucoup de chance parce qu'on est dans la région parisienne où on a deux grosses équipes qui mettent des ECMO et nous-mêmes, on est plusieurs réanimateurs à mettre nous-mêmes nos propres ECMO. Je dirais que dans 90% des cas, c'est des ECMO transitoires, c'est-à-dire c'est des ECMO de 5 à 15 jours. Et vraiment, on est en train de travailler de plus en plus à mettre des dispositifs d'ECMO transcutanés qui sont mis par des réanimateurs. On n'a pas besoin de chirurgien cardiaque. La chirurgien cardiaque, c'est encore mieux parce qu'ils peuvent en plus les enlever. Mais vraiment, il faut qu'on retienne que les catécholamines sont vraiment toxiques et qu'on perd beaucoup de temps à essayer de monter les doses, à attendre. Plus on attend, plus les viscères, le rein et le reste s'altèrent.
et que dans ce cadre-là, l'ECMO est élégant. Alors, je suis d'accord avec vous que l'ECMO est cher. J'aurais un peu la même réflexion que le TAVI. Hein. TAVI est cher, mais immanquablement, tous les pays, la Tunisie et les autres, vont se mettre au TAVI petit à petit. Il faut juste qu'on trouve les moyens, mais les malades bénéficient de ces techniques-là. Hein. D'accord. Dr Baza, il y a d'autres questions concernant puisqu'on parle des tonies cardiaques, la place de l'évocimendant. Donc, la question revient sur l'évocimendant, sa place dans la prise en charge de l'insuffisance cardiaque aiguë. Alors, donc dans les guidelines, c'est clair, sa place n'est pas dans le choc cardiogénique. Je répète, sa place n'est pas dans le choc cardiogénique. Très bien. Donc, il y a aussi une autre question sur les diurétiques en cas de résistance au l'azélix, diurétique de Lens. Quel diurétique préconisez-vous si on a besoin vraiment de diurétique et le patient y résiste? Alors, justement, ce qu'on a montré avec notre algorithme là, qui a plu à SEMA tout à l'heure, c'est que c'est un algorithme qui diminue le nombre de malades qui ont une résistance. On a pu montrer que la résistance aux diurétiques, c'est juste qu'on ne sait pas utiliser les diurétiques, le Lasix. Voilà. Et que si le Lasix est bien utilisé, on a beaucoup moins de résistance, vraiment beaucoup, beaucoup moins. Maintenant, une fois qu'on a de la résistance, parce qu'il peut y en avoir, là, effectivement, il faut combiner deux classes médicamenteuses. Ouais. Et il y a une question sur l'ivabradine et l'insuffisance cardiaque aiguë. Oui. Pas d'indication. Pas d'indication. Oui, pas d'indication, mais si le patient il est déjà sous ivabradine, je pense que ça ne pose pas de problème. Ah, pardon, excusez-moi, je pensais que tu disais d'introduire l'ivabradine pendant l'insuffisance cardiaque aiguë. Non, si le malade il est sous… Aujourd'hui, quand un malade vient pour insuffisance cardiaque aiguë, une fois encore, le débit cardiaque est normal et le malade est congestif. Donc, il ne faut pas modifier les doses de bêta-bloquants, d'IEC. Voilà, on les garde. Surtout avec la bonne tolérance hémodynamique de l'ivabradine. Absolument. Non, il ne faut pas modifier. Pardon, moi je pensais que tu voulais dire en plein milieu d'insuffisance cardiaque aiguë. Non, s'il vient pour insuffisance cardiaque aiguë et qu'il est sous ivabradine, on ne change rien. Surtout les bêta-bloquants. Surtout les bêta-bloquants, parce qu'on a beaucoup plus l'habitude d'arrêter les bêta-bloquants. Non, c'est pas bon. Parce qu'on est en phase, et ça c'est très mauvais pour revenir à la dose optimale qu'on y est arrivé. Ça va être très, très dur et très difficile. Alors, un, pour ça, et deux, parce que ce n'est pas bon pour le cœur qui se remet en tachycardie. Non, il faut… Mais ça, on aura l'occasion, si je vous refais un topo sur l'insuffisance cardiaque aiguë, aujourd'hui, les données sont vraiment très claires là-dessus. Il ne faut pas, sauf s'il y a hypotension artérielle, etc. Et la majorité des malades, leur pression artérielle ne bouge que peu dans l'insuffisance cardiaque aiguë. Et donc, il ne faut pas changer les médicaments, il faut s'occuper de la congestion. Comme base, en fait, vous ne pouvez pas parler de tout parce que vraiment, les guidelines, c'est, je pense, plus que 150 pages. Il y a peut-être une question sur l'insuffisance cardiaque à fonction systolique préservée, la HFpEF, oui. Sur le traitement, si vous voulez dire un mot. Alors, j'ai exprès peu parlé du HFpEF parce que demain, il y a l'étude Emperor qui va sortir. Pour l'instant, les guidelines, en gros, ont marqué la même chose que les années précédentes, c'est-à-dire que le HFpEF, c'est surtout des comorbidités, donc l'hypertension artérielle, le diabète, blablabla, et que quand un malade a ça, il faut s'occuper des comorbidités. Donc, la donne a changé avec l'étude Emperor. Donc, demain, vous verrez les résultats, et c'est vrai que ça donne pour nous tous, pour vous, pour nous tous, ça donne des perspectives pour pouvoir s'occuper surtout de nos sujets âgés, pas que diabétiques, puisque ça marche chez diabétiques et non diabétiques, mais chez le sujet âgé, avec une fraction à 55%, mais qui faisait des OAP. On en a tous des malades comme ça, des malades de 85 ans qui viennent tous les 15 jours avec un OAP, on n'arrive à rien faire, ils ont la dysfonction rénale. Donc là on va avoir une vraie perspective. Oui, tout à fait. Dans les recommandations pour la HFpEF, on parle du traitement diurétique, c'est congestion, et on insiste sur l'intérêt de chercher les étiologies, entre autres, actuellement, on parle de plus en plus de l'amylose, qui a un traitement spécifique. Et comme vous l'avez dit, l'étude Emperor Preserved, qui a été présentée fin de cet après-midi, va changer les donnes et certainement, elle va améliorer le pronostic des patients qui ont une insuffisance cardiaque à HFpEF. Nous aurons l'occasion demain de parler d'Emperor Preserved, d'Emperor Pooled
avec professeur Zanet. Donc, c'est exprès que, comme l'a dit professeur Baza, qu'on n'a pas abordé le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservé. Je termine peut-être seule ma part. Le FA, insuffisance cardiaque, comme vous l'avez dit, c'est l'anticoagulation. Il faut les anticoaguler. En premier lieu, c'est les AOD. Chez les insuffisants cardiaques, on est limité peut-être par l'insuffisance rénale. Mais bon, on a des molécules qu'on peut les donner jusqu'à 15 millilitres par minute. Tel l'apixaban. Ils ont même une étude chez les patients dialysés. Exactement. Chez les patients dialysés où il y a une baisse des événements ischémiques sans qu'il y ait d'augmentation des complications hémorragiques. Tout à fait. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, merci beaucoup, professeur Baza. C'était un grand plaisir. Merci de nous faire part de ces nouveautés. C'est comme si on était à l'ESC. On a bien profité. Merci. À la prochaine. J'espère que la prochaine fois, on sera en présentiel. Hein, il y a une photo que Leïla, elle m'a envoyée. On était tous les trois l'année dernière. Enfin, il y a 2 ans quand même. 2019 à l'ESC 2019. Donc, j'espère qu'on se voit bientôt à l'AMCV ou au Congrès national également. Donc, à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à toute l'audience d'être très nombreux connectés ce soir avec nous. Ne ratez pas aussi le rendez-vous dans les 3 jours qui viennent. Demain, ça sera à 19h. Il y a donc une étude qui est phare qui va être présentée par professeur Zanet. Il y a aussi un autre expert international qui sera au rendez-vous. Donc, à demain. Bonne soirée. Merci beaucoup à tout le monde. Merci Leïla et à la prochaine. On va lancer un QCM à la fin sur la séance, des sujets discutés au cours de la séance. Donc, je peux voir la question. On va avoir une question. On va profiter, Leïla, pour remercier les laboratoires Opalia Ricordati d'avoir sponsorisé cette soirée, ce staff. Tout à fait. Seulement remercier le laboratoire Ricordati et j'insiste, demain, ça sera professeur Zanet pour l'insuffisance cardiaque à FEG préservée. Soyez connectés. Et on va avoir aussi professeur Young qui va présenter les nouvelles recommandations sur les valvulopathies parce qu'ils seront présentés demain à l'ESC. Donc, soyez nombreux comme ce soir. Nous serons très ravis de vous retrouver à distance. Alors, est-ce qu'on a la question? Il y a une question sur le traitement de l'insuffisance cardiaque à FEVG réduite. Il va y avoir des cadeaux pour ça. Il va y avoir cadeaux après les 4 webinaires. D'accord. Donc, s'ils sont attentifs. On va voir, docteur Baza, les réponses. On va voir s'ils en profitent. Ils ont bien suivi votre discours. En attendant, docteur Baza, il y a une question qui a été posée tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des limites à la prescription des anti-SGLT2? Là, on a dit que… Non, vraiment, il y a très peu de contre-indications. Non, ce que j'ai oublié de vous dire, parce qu'il y a un moment, là, tu me disais, mais ces médicaments-là, est-ce qu'il faut les garder à vie? Oui, il faut les garder à vie, puisqu'il y a 2 études qui ont montré qu'après 10 ans, chez des malades qui ont une FEVG, par exemple, à 25%, qui s'améliorent à 49%, et ils sont à 49% pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, très bien traités, et ça reste une FEVG quasiment normale. Eh ben, les Anglais ont montré, et des Australiens, si on arrête les traitements par bêta-bloquants, IEC, etc., si on les arrête, au bout de quelques semaines, le malade repasse à 20% de fraction d'éjection. Donc, c'est des malades, c'est des traitements à vie. Très bien. Très bon message. Oui, donc, il n'y a pas la question. Il n'y a pas de question. S'il n'y a pas la question… Le quiz, sinon, on va vous libérer. Hein. Sinon, ce sera pour demain. Ce sera pour demain, peut-être. Alors, on clôture. Amel. On attend ou on clôture? On attend. On clôture. On clôture, d'accord. Merci encore une fois, professeur Merci Baza. beaucoup. Et à la prochaine. C'est un plaisir, toujours un plaisir. À très bientôt. Très bientôt. Au revoir. Slema. Slema.